Bonjour. Au cours des 3 premières vidéos sur cette partie sur l'immunité, on a donc vu quelles étaient les caractéristiques de notre système immunitaire et comment la réponse immunitaire se mettait en place. Donc on avait vu qu'il y a une première réponse qui se mettait en place en premier, donc assez rapidement, qui est la réponse innée, et qui était suivie ensuite par la réponse adaptative, qui met plus de temps à se déclencher, mais qui est plus efficace. Mais le plus important dans cette histoire, c'est qu'est-ce qu'on en fait de tout ça. Parce qu'en fait, la médecine, grâce à ses connaissances, elle a mis au point des dispositifs médicaux qui ont un petit peu changé pas mal de choses dans nos sociétés, parce que ça a permis de sauver pas mal de vies. Et donc c'est un petit peu ça qu'on va étudier au cours du chapitre d'aujourd'hui. Évidemment, on va parler dans cette vidéo surtout des vaccins. Parce que les vaccins, on les utilise depuis plus d'1 siècle. Il y en a même pas mal qui sont rendus obligatoires dans notre pays actuellement. Et pourtant, il y a de plus en plus de contestations envers la vaccination, donc parce que il y a des gens, donc au travers notamment de la mouvance anti-vax, qui pensent que l'acte vaccinal est risqué. Voilà, donc c'est ce qu'on va essayer de voir un petit peu aujourd'hui, c'est d'abord quel est le principe d'un vaccin, comment ça fonctionne, et ensuite on va voir si la balance bénéfice-risque est favorable ou non, c'est-à-dire si les réticences envers ces vaccins que l'on voit actuellement sont fondées ou pas. Voilà, et dans un dernier temps, je vous parlerai également de 2 autres adaptations des connaissances qu'on a sur l'immunité, qui sont donc la création des anticorps monoclonaux et la création des vaccins thérapeutiques. Donc ça, on verra ça en fin de vidéo assez rapidement. Alors c'est parti. Essayons d'abord de comprendre comment la vaccination fonctionne. Pour cela, je me permets un petit rappel de la vidéo précédente. On avait vu en effet que, lors d'un premier contact avec un antigène donné, la réponse immunitaire met du temps à se mettre en place, et manque d'efficacité. C'est ce qu'on appelle la réponse primaire. En revanche, lorsqu'on est exposé à un antigène auquel on a déjà été exposé par le passé, la réponse immunitaire est beaucoup plus rapide et efficace. Donc c'est ce qu'on appelle la réponse secondaire. Le principe de la vaccination, c'est de soumettre volontairement l'organisme à un antigène donné, afin de provoquer une réponse primaire. Et comme ça, si le même antigène se repointe X années après, l'organisme pourra réagir de manière beaucoup plus efficace en déclenchant une réponse secondaire. Et en général, cette réponse secondaire est tellement efficace que notre organisme devient capable de se débarrasser rapidement des pathogènes avant même de tomber malade. Alors la première question, c'est comment on soumet un antigène à un organisme sans que ce soit dangereux. Historiquement, les premiers médecins qui cherchaient à immuniser leurs patients utilisaient carrément des souches virales intactes. Dès le XVIIe siècle, il y a des médecins qui prélevaient du pus des pustules de patients atteints de variole mineure pour l'inoculer à des patients sains, dans le but de les immuniser contre la variole majeure qui était beaucoup plus dangereuse. Évidemment, le procédé était dangereux, car même la variole mineure tuait quand même à peu près dans 1% des cas. Mais c'était mieux que rien. Au XVIIIe siècle, Edward Jenner, un médecin anglais, inocule à des patients le virus de la vaccine, une maladie proche de la variole, mais affectant les pies des vaches et inoffensif pour l'homme. En faisant cela, il arrive à immuniser ses patients contre la variole, mais sans leur faire prendre des risques cette fois. C'est d'ailleurs de là d'où provient le mot vaccin. Aujourd'hui, les vaccins ne contiennent plus d'agents pathogènes dangereux. Il y a en effet plusieurs possibilités pour éviter ça. Alors on peut prendre un agent pathogène atténué, donc concrètement on va prendre le pathogène et on va le rendre inoffensif. Dans ce cas, il faut bien se rendre compte que le micro-organisme que l'on injecte est vivant, et il est capable de se répliquer dans notre corps. Mais il ne déclenche pas la maladie. Après, il peut y avoir dans les jours qui suivent quelques symptômes très atténués de la maladie ciblée, mais rien de dangereux. Ces vaccins sont en général très efficaces, mais en revanche, il ne faut pas les utiliser chez les personnes immunodéprimées, c'est-à-dire chez les patients dont le système immunitaire est défaillant. Par exemple, les vaccins ROR, BCG ou encore celui contre la polio sont des vaccins à base d'agents infectieux atténués. Deuxième cas, on peut utiliser des agents infectieux inactivés. Concrètement, ça veut dire qu'on va injecter le pathogène, mais qui a été préalablement tué ou dénaturé. Bien sûr, dans ce cas, l'agent infectieux ne se réplique pas dans notre organisme. Le vaccin contre la coqueluche, par exemple, utilise des agents infectieux inactivés. Troisième cas, on peut utiliser des fragments de l'agent infectieux. Donc en gros, on débite en petits bouts l'agent pathogène ciblé, et on inocule certains de ces bouts chez le patient. Chez certaines bactéries, on peut récupérer par exemple des polysaccharides à leur surface, on les associe avec des protéines pour que ça déclenche une réaction plus efficace, et hop, on obtient ce qu'on appelle des vaccins conjugués. C'est le cas par exemple des vaccins contre les infections à méningocoque ou à pneumocoque. Dans d'autres cas, on peut utiliser une anatoxine, c'est-à-dire une toxine que l'on a rendue inoffensive, et donc ça c'est ce qu'on utilise par exemple pour les vaccins contre la diphtérie et le tétanos.
Et enfin, on peut utiliser des fragments de protéines du pathogène, donc c'est le cas notamment pour les vaccins contre la grippe, contre l'hépatite B ou encore contre le VPH. Les vaccins vont ainsi permettre aux patients de créer des défenses immunitaires qui garderont en mémoire l'antigène et qui leur permettront de lutter plus efficacement en cas d'infection réelle dans le futur. Cette mémoire immunitaire, elle est en fait portée par deux types de structures. Les anticorps spécifiques, qui vont circuler dans le système sanguin et lymphatique, et qui vont persister durant plusieurs mois, voire plusieurs années. Et les cellules mémoire, qui, elles, vont pouvoir persister dans l'organisme pendant plusieurs années, voire pendant toute la vie. Mais attention, en général, une simple injection ne suffit pas à fournir une immunité suffisante, car la mémoire immunitaire créée sera alors trop succincte et transitoire. Il faut en général plusieurs injections, espacées de quelques mois, pour que ce soit vraiment efficace. Et même dans ce cas, il est souvent nécessaire d'effectuer des rappels des vaccins au bout de quelques années. Alors maintenant, passons à la question des adjuvants. Pour les vaccins constitués à base d'agents infectieux inactivés ou fragmentaires, on doit ajouter une substance que l'on qualifie d'adjuvant. En général, il s'agit de sel d'aluminium, mais ça peut être autre chose. En fait, les adjuvants y servent à déclencher une réaction inflammatoire sur le site de l'infection. Ce sont ces adjuvants qui seront responsables des rougeurs et des douleurs qui apparaissent après, à l'endroit de l'injection. Ce sont aussi eux qui peuvent être responsables de l'apparition de la fièvre. Alors pourquoi déclencher une réaction inflammatoire ? Car en fait, c'est elle qui va permettre le déclenchement de la réponse adaptative. En effet, c'est la réaction inflammatoire qui permet d'amener des cellules dendritiques sur le site de l'injection, et ce sont ces cellules dendritiques qui vont ensuite présenter l'antigène aux lymphocytes, et ainsi permettre la sélection clonale. Du coup, sans réaction inflammatoire, pas de réponse adaptative, donc pas de création de mémoire immunitaire. D'où l'importance des adjuvants. Pour les vaccins à base d'agents infectieux atténués, en revanche, comme le ROR par exemple, les adjuvants ne sont pas nécessaires. En effet, dans ce cas-là, les agents infectieux atténués vont se multiplier sur place, ce qui déclenchera, par elle-même, la réaction inflammatoire, sans qu'on ait besoin d'apporter quoi que ce soit d'autre. Parlons maintenant de l'intérêt collectif de la vaccination, car en fait, la vaccination, ce n'est pas seulement un acte individuel qui vise à se protéger soi-même, mais c'est également un acte qui rentre dans le cadre d'une stratégie collective. Pour démontrer cela, je vais faire des modélisations à l'aide du logiciel Cuvac, sur une maladie fictive. On prend une population de 1000 individus, sans immunité dedans, on infecte 5 individus dedans, et on regarde ce qui se passe. Globalement, tout le monde finit par être infecté. Et dans l'eau, évidemment, on en perd quelques-uns. Si je vaccine 50% de ma population, je vais protéger pas mal de monde. Mais on voit que la maladie se propage quand même et touche en gros tous les individus sensibles. Dans l'eau, on se rend compte quand même qu'il y a des vaccinés qui seront contaminés, dont certains qui mourront, car le vaccin n'est pas efficace à 100%. Mais si maintenant je vaccine ma population à 75%, je me rends compte que le virus n'arrive plus à se propager. Et dans ce cas-là, on voit qu'il n'y a quasiment plus personne d'infecté en fait. Donc presque plus personne qui meurt. 75% de couverture vaccinale permettent donc de protéger efficacement toute la population. Ça permet de protéger les individus vaccinés, évidemment, mais aussi ceux qui ne le sont pas, ou ceux pour qui le vaccin n'a pas marché. Et c'est ça qui est assez paradoxal, car finalement, les gens qui refusent de se faire vacciner vont quand même être protégés par les gens qui se vaccinent. Au passage, on peut noter qu'il y a des gens qui ne peuvent pas être vaccinés, je pense notamment aux immunodéprimés, pour qui le vaccin peut entraîner un risque, mais également aux nourrissons qui n'ont pas eu le temps de se faire vacciner car ils sont tout simplement trop jeunes. Il ne faut pas oublier que la couverture vaccinale permet aussi de protéger ces gens-là. Alors, quelle est la couverture vaccinale idéale ? Pour savoir ça, il faut évaluer ce qu'on appelle le seuil d'immunité grégaire, qui correspond à la proportion de gens immunisés au-delà de laquelle une maladie n'arrive plus à se propager. Pour qu'un vaccin soit vraiment efficace à l'échelle de la population, il est ainsi préférable que la couverture vaccinale soit supérieure à ce seuil d'immunité grégaire. On peut avoir un aperçu de cette notion grâce à un graphique de ce type. Donc ce graphe, en fait, je l'ai obtenu en faisant des simulations sur le logiciel Cuvac encore, en faisant varier le taux de gens vaccinés. La courbe bleue correspond à la quantité de gens non vaccinés, la courbe orange correspond au nombre de contaminés,
et la courbe grise correspond au nombre de morts. On constate que, pour des faibles couvertures vaccinales, le nombre de contaminés correspond à peu près au nombre de non-vaccinés. Il est juste légèrement supérieur car le vaccin n'est pas efficace à 100%. Mais à partir d'un certain pourcentage de couverture vaccinale, on note un décrochement entre le nombre de contaminés et le nombre de non-vaccinés. Ce décrochement correspond en fait au fait que le virus n'arrive plus à se propager à cause de l'immunité de groupe. Et on arrive à un taux d'immunisé pour lequel le virus ne se propage plus, ou presque, qui correspond ici à une couverture vaccinale de 65% à peu près. Donc le seuil d'immunité grégaire, il doit correspondre ici à peu près à 65%. Après, attention, ce seuil il dépend de la contagiosité de la maladie, donc il peut varier d'une maladie à l'autre. Du coup, normalement, on comprend mieux pourquoi certains États se permettent d'imposer certains vaccins, car ne pas se faire vacciner ne fait pas seulement prendre des risques à soi-même, mais aussi à l'ensemble de la communauté. Car si trop de gens refusent le vaccin, alors la couverture vaccinale risque de passer sous le seuil d'immunité grégaire, et à ce moment-là, la maladie se propagera de nouveau au sein de la population, atteignant par la même occasion les personnes fragiles qui ne peuvent pas être vaccinées, ou les personnes vaccinées mais pour lesquelles le vaccin n'a pas fonctionné. Alors malgré tout, des gens ont peur de se faire vacciner ou de faire vacciner leur enfant. Cette peur semble légitime car la vaccination reste un acte médical, et comme tout acte médical, il peut y avoir des risques. Mais l'acte reste avantageux à partir du moment où le bénéfice est supérieur à ce risque. Donc mon but dans cette partie sera donc de tenter d'évaluer les bénéfices de la vaccination et ses risques. Commençons par les bénéfices. On a déjà parlé de comment sont supposés fonctionner les vaccins, mais comment savoir s'ils sont vraiment efficaces pour lutter contre les maladies? Eh bien déjà, il faut savoir qu'il y a eu des centaines d'études scientifiques qui ont été réalisées et qui valident bel et bien cette efficacité. En outre, on peut facilement être convaincu de cette efficacité en regardant ce genre de graphique. Ici, on a le nombre de cas de rougeole aux États-Unis en fonction du temps, et on constate bien qu'il y a une forte baisse à partir du moment où la population est vaccinée. Et si vous pensez qu'il s'agit d'une coïncidence, en fait, il y a plein d'autres exemples de ce type, pour la diphtérie, pour l'hépatite B, pour la polio, pour la varicelle, ou pour la coqueluche. À chaque fois, la campagne de vaccination entraîne systématiquement une diminution drastique des contaminations. Un autre exemple éloquent, le cas de la variole, que j'ai déjà brièvement évoqué. La variole, c'était une maladie terrible. Elle était autant contagieuse à peu près que le Covid, sauf que le taux de létalité pour la variole majeure, c'est 30%. Du coup, quand il y avait une épidémie, c'était des centaines de milliers de gens qui y passaient. Et même parmi les survivants, il y avait des séquelles graves. Un tiers d'entre eux finissaient aveugles, et les stigmates étaient visibles sur la peau à vie. Cette maladie, on l'a traînée depuis l'aube de l'humanité. On a notamment retrouvé des traces de la variole sur certaines momies égyptiennes, c'est dire si cette maladie était coriace. Dans les années 50, la variole faisait encore 2 millions de morts à travers le monde, par an. Et pourtant, grâce à une campagne mondiale de vaccination, en 2 décennies à peine, c'était plié et la variole a été complètement éradiquée. Du coup, je vous laisse compter le nombre de vies qui ont été sauvées par ce seul vaccin, c'est assez considérable. Autre exemple, la rougeole. Il y a plein de gens qui pensent que c'est une maladie bénigne, car son taux de létalité est assez faible, aux alentours de 0,1%. Mais le problème, c'est qu'il s'agit d'une maladie extrêmement contagieuse. En l'absence d'immunité, une personne infectée peut contaminer entre 9 et 18 personnes. Du coup, oui, avec une bonne couverture vaccinale, on ne craint pas grand-chose. Mais la couverture vaccinale étant actuellement un peu limite, on n'est pas à l'abri d'épidémies, comme en 2011, où 3500 cas ont été recensés. Et du coup, on imagine bien que si la couverture vaccinale continue de diminuer, la maladie reviendra, et tuera des gens. Et en l'occurrence, des gens, c'est surtout des enfants, d'ailleurs, pour cette maladie. Et notamment ceux qui n'ont pas eu le temps de se faire vacciner. On estime qu'entre 2000 et 2015, plus de 17 millions de vies auraient été sauvées à travers le monde grâce au vaccin contre la rougeole. Et il faut savoir aussi que les vaccins permettent de lutter contre le cancer. En effet, certaines infections virales peuvent entraîner une cancérisation. Ainsi, si on empêche l'infection par un vaccin, on empêche également le cancer de se déclarer. L'exemple le plus marquant, c'est le vaccin contre le VPH, le virus du papillome humain. Donc ça, c'est un virus sexuellement transmissible qui provoque notamment, dans certains cas, le cancer du col de l'utérus. Ce type de cancer tue quand même plus d'1 millier de femmes par an en France. Eh bien, on a un vaccin qui permet de lutter contre ce VPH, donc contre ce cancer. Donc si vous avez entre 14 et 23 ans, si c'est pas déjà fait, je vous encourage vivement à le faire. Bref, si on considère l'ensemble de nos vaccins depuis un siècle et demi, c'est probablement des centaines de millions de vies qui ont été sauvées grâce au vaccin. Alors quid des risques maintenant? Alors déjà, on va évacuer les rumeurs, car malheureusement, des rumeurs infondées sur le sujet, il y en a pas mal. Plein de gens aujourd'hui sont persuadés, par exemple, que les vaccins provoquent l'autisme.
Cette rumeur, elle vient en fait d'une seule étude, publiée par le docteur Wakefield en 1998. Bon, le problème c'est que cette étude a depuis été rétractée, pour cause de conflits d'intérêts non déclarés. Et surtout, il y a plein d'autres études qui ont été réalisées ensuite sur le sujet, et qui ont au contraire démontré l'absence de corrélation. Donc non, les vaccins ne causent pas l'autisme. De même, les vaccins ne causent pas non plus la sclérose en plaques. Dans les années 90, il y a eu une grande campagne de vaccination contre l'hépatite B, donc qui est une maladie potentiellement mortelle, qui s'attaque au foie. Et problème, il y a eu plusieurs cas de sclérose en plaques, donc qui est une maladie neurodégénérative très handicapante, qui se sont déclarés juste après la vaccination. Dès lors, évidemment, les personnes impliquées ont pensé que c'était le vaccin qui avait déclenché la maladie. Donc ils se sont exprimés dans les médias, les gens ont eu peur, et le gouvernement de l'époque a fini par retirer le vaccin par mesure de précaution. Mais plusieurs années et plein d'études scientifiques plus tard, il s'est en fait avéré qu'il n'y avait aucune corrélation. Les cas de sclérose en plaques déclarés juste après la vaccination seraient en fait tout simplement des coïncidences. Donc en fait, ils se seraient déclarés même sans vaccination, si vous voulez. Donc à cause de cette affaire-là, il faut savoir qu'il y a quand même des milliers de gens qui croient encore dur comme fer à ce risque-là, alors que ça fait bien longtemps que le contraire a été démontré. En fait, d'une manière générale, je ne connais aucun scandale sanitaire à ce jour, donc scandale sanitaire valide, qui implique les vaccins. Attention, ça ne veut pas dire que les risques n'existent pas, donc ces risques ils sont évalués finement par des agences spécialisées et indépendantes, et en voici un aperçu. Donc c'est sûr qu'une liste longue comme ça d'effets secondaires c'est un peu flippant, mais pas de panique. En fait, les effets les plus fréquents ne sont en fait pas vraiment gênants. La poussée fébrile, par exemple, c'est juste une crise de tremblement sans conséquence. Et quand on regarde les effets secondaires plus graves, eux, en fait, ils sont en réalité très peu fréquents. Et même ceux-ci finissent par disparaître sans séquelles dans la très grande majorité des cas. Je connais pas de cas mortels avérés en France causés par les effets secondaires des vaccins. Du coup, quand on compare les bénéfices et les risques, il n'y a pas photo. D'un côté, on a un dispositif qui a probablement sauvé des millions de vies, alors que de l'autre, on a des effets secondaires extrêmement rares et rarement invalidants. Voilà pour les vaccins, qui sont des moyens de prévention. Mais nos connaissances de l'immunité peuvent aussi permettre de créer des traitements dans la prise en charge de certaines maladies. Par exemple, il existe ce qu'on appelle des vaccins thérapeutiques, qui permettent de stimuler les défenses immunitaires afin de traiter certaines maladies chroniques, comme les cancers ou encore le sida. Le principe, comme pour tout vaccin classique en fait, c'est de favoriser la création de défenses spécifiques à un antigène donné, mais ce coup-là, ce n'est pas pour faire de la prévention, mais ça va être pour aider l'organisme à lutter contre la maladie. Pour le moment, cette piste thérapeutique est assez anecdotique, mais ça pourrait se développer à l'avenir. Je crois que actuellement, il n'y a qu'un seul vaccin thérapeutique qui est commercialisé en France, qui s'appelle le Sipuleucel-T. Il s'agit d'un traitement pour le cancer de la prostate. Le principe, c'est que, en fait, on va prendre des cellules dendritiques chez un patient, donc qui est atteint de ce cancer. On soumet ensuite in vitro ces cellules à des antigènes connus du cancer de la prostate. Les cellules dendritiques vont alors présenter ces antigènes sur leur CMH, puis ensuite on va réinjecter chez le patient ces cellules dendritiques. Et en faisant ça, on va favoriser la présentation des antigènes afin de recruter des lymphocytes qui seront efficaces dans la lutte contre le cancer. Et enfin, je vais parler un peu d'un autre traitement prometteur, l'utilisation d'anticorps monoclonaux. Alors le principe de ça, c'est de produire artificiellement une grosse quantité d'anticorps spécifiques d'un antigène donné. Pour cela, on va prendre des animaux qu'on va immuniser contre l'antigène ciblé. Donc, concrètement, en fait, on va injecter l'antigène à ces animaux en laboratoire, et un mois après, on va récupérer son sang, on prélève les lymphocytes B spécifiques à l'antigène ciblé, dans le sang de l'animal, et donc on sait que ces lymphocytes B sont capables de produire des anticorps spécifiques. Le problème, c'est qu'on a du mal à les mettre en culture. In vitro, en fait, les lymphocytes B, ils ont tendance à périr un peu trop vite, et ils se multiplient pas assez. Donc pour résoudre ce problème, on va les fusionner avec des cellules cancéreuses, donc en général c'est des cellules de myélome, et donc qui sont des cellules qui au contraire ont tendance à se multiplier à fond et qui sont immortelles. En résultat, donc de cette fusion, on va obtenir ce qu'on appelle des hybridomes qui vont cumuler les propriétés des deux types cellulaires fusionnés. Donc en fait, ces hybridomes, ils vont non seulement être capables de se multiplier et de survivre in vitro, mais en plus, ils vont produire des blindes d'anticorps spécifiques. Après culture, il n'y a plus qu'à récupérer ces anticorps et à les injecter chez le patient.
Bon, après, le rôle exact de ces anticorps monoclonaux dépendra de l'antigène ciblé. Des fois, on va cibler un antigène qui permet la multiplication des cellules cancéreuses, par exemple. Donc dans ces cas-là, ces anticorps empêcheront leur prolifération. Ou bien, les anticorps peuvent également cibler des récepteurs qui permettent aux cellules cancéreuses d'inactiver nos lymphocytes. Et donc en faisant ça, on va rendre leur efficacité à nos lymphocytes contre la maladie. Il s'agit vraiment de traitements prometteurs, mais le seul problème, c'est bien sûr le prix. Car en fait, pour traiter un patient avec des anticorps monoclonaux, aujourd'hui, c'est minimum 80 000 euros. Alors si on généralise le processus, imaginez un petit peu le coût pour la sécurité sociale. Voilà. Après, bon, peut-être qu'avec le temps, on arrivera à optimiser le processus de fabrication, afin de diminuer les coûts, mais ça, l'avenir nous le dira. Voilà, pour conclure, on a vu que les connaissances des processus immunitaires ont permis donc la production de dispositifs médicaux, les vaccins, qui ont permis de sauver probablement des centaines de millions de vies à travers le monde depuis plus d'un siècle. Alors ces vaccins, le principe il est très simple, on injecte un antigène chez un individu, donc chez un patient. Cet antigène va déclencher une réponse adaptative primaire qui va permettre la constitution de défenses, et ce sont ces défenses qui permettront une meilleure résistance à l'individu si la maladie se pointe vraiment. Parce que dans ces cas-là, ça va déclencher une réponse immunitaire secondaire qui sera beaucoup plus efficace. Voilà, alors après, dans les modalités, on a vu que, en général, pour que la vaccination soit efficace, il fallait plusieurs injections. Il faut également des rappels, donc au bout d'un certain nombre d'années. Et il faut également, dans la majorité des cas, qu'il y ait la présence d'adjuvants, donc qui est une substance qui va permettre de déclencher une inflammation sur le lieu de l'injection. On a vu également que ce que c'était que la stratégie vaccinale, parce qu'en fait, la vaccination, ça protège effectivement les individus vaccinés, mais ça protège également toute la population, y compris ceux qui ne sont pas vaccinés, du moment que la couverture vaccinale soit suffisamment élevée. En fait, à partir d'un certain seuil, qu'on appelle le seuil d'immunité grégaire, eh bien, la maladie n'arrive plus à se propager au sein de la population, et donc, à ce moment-là, c'est vraiment toute la population qui est immunisée. Donc, l'intérêt des vaccins, il n'est pas seulement individuel, c'est aussi une stratégie sur l'ensemble de la communauté. Voilà, et enfin, donc, on a vu également la balance bénéfice-risque de ces vaccins, et on a vu qu'elle était très avantageuse pour les vaccins, puisque les risques sont finalement assez limités, et surtout très rares, alors que les bénéfices sont plutôt évidents, puisqu'ils ont permis de sauver énormément de vies depuis déjà un certain temps. Voilà. J'ajouterais donc qu'on a vu également deux autres types de traitements qui utilisaient donc les processus immunitaires. On a vu les vaccins thérapeutiques qui permettent de stimuler donc les défenses immunitaires, et on a vu également l'injection, la création et l'injection des anticorps monoclonaux, donc qui vont permettre de cibler comme ça certains antigènes particuliers. Voilà, donc pour l'instant ces deux techniques sont assez anecdotique dans le paysage médical, mais il est fort à parier que ça devrait se développer dans le futur. Voilà, malgré des freins, le frein du coût, qui est quand même assez considérable, on va dire. Voilà, ça sera tout ce que j'ai à dire sur cette vidéo, donc je vous dis à bientôt.